Donc on va y aller. Voilà, donc merci d'être venu. Hein. Donc aujourd'hui, exceptionnellement, on se réunit un mercredi. Hein. La prochaine réunion, n'oubliez pas, le 4 novembre. On écoutera Martine Plouvier qui nous parlera du rôle de Gabriel Hanotaux dans l'Aisne pendant la Première Guerre mondiale, mais ce sera un vendredi, vendredi 4 novembre à partir de 18h. Et la réunion suivante, ce sera le vendredi 16 décembre à partir de 17h30. C'est l'Assemblée Générale. Voilà. Donc ne vous emmêlez pas les pinceaux, regardez bien le programme, sinon vous pouvez regarder sur Internet, sur le site de histoireaisne.fr, bien sur la page Facebook de la Société historique, vous avez toutes les précisions utiles. Alors ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir donc Manon Istas, qu'on connaît déjà depuis un certain temps, parce qu'elle vient régulièrement à Laon. Bon, elle est belge, elle est expatriée en Picardie encore pour quelques semaines. Elle est anthropologue. Et donc là, elle participe à une vaste enquête qui dure depuis 2 ans, à peu près, en Picardie, une vaste enquête qui a été commanditée par le Feu Conseil régional de Picardie. Et c'est une vaste enquête sur les sociétés historiques de l'ancienne région. Voilà. Alors elle est venue à plusieurs reprises à Laon, elle a rencontré de nombreuses personnes, de nombreux acteurs de la vie associative, et donc aujourd'hui elle va nous présenter les résultats de son enquête. Alors ça tombe bien parce que en ce moment l'histoire de la vie de nos sociétés historiques est assez agitée. On a quelques problèmes à la Fédération des sociétés d'histoire et d'archéologie de l'Aisne. J'aurai l'occasion de vous en reparler. J'espère que ça va bientôt se résoudre. Mais là, les sociétés historiques, vraiment pour nous, c'est le cœur de l'actualité. Voilà, je vous remercie et à tout à l'heure. Voilà, donc bonsoir tout le monde. C'est bon pour le son? Vous m'entendez bien? Ok, parfait. Donc voilà, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Donc comme le disait avec Thierry, certaines personnes dans cette salle m'ont déjà vu ou aperçu ici à Laon. Donc je suis Manon Istas, je suis donc en effet anthropologue belge, enfin pas pour le comme ça a été dit au début. Ça n'a aucune incidence sur la recherche, mais bon voilà. Donc je travaille à l'université de Picardie Jules Verne, où je fais partie en fait d'une équipe de chercheurs, et aussi des historiens, des géographes, des démographes, des sociologues et d'autres anthropologues. Et en fait, le projet pose la question de l'érudition en Picardie depuis 1945. Donc en gros, ces chercheurs s'intéressent chacun à leur manière au rôle des sociétés historiques, mais aussi des associations historiques et patrimoniales dans la connaissance, la préservation et la valorisation du patrimoine et de l'histoire locale en Picardie depuis 1945. Donc c'est un projet qui, pour les informations, est coordonné par Tiffaine Barthélémy et donc financé par Feu, la région Picardie. Voilà, alors que dire de plus? Eh bien que oui, donc j'ai pas mal, j'ai fait quelques semaines en tout, je crois que j'ai compté, je vais faire près de 6 semaines ici à Laon. J'aimerais bien dire que j'ai passé d'excellents moments en compagnie de personnes disponibles qui, en plus de répondre à la recherche, m'ont appris à connaître et aimer une ville et sa région que je ne connaissais absolument pas. Donc je tiens à les remercier aussi pour ça ce soir, ceux qui sont dans cette salle, mais aussi ceux qui n'ont pas pu venir. Et donc j'ai vraiment le grand plaisir de passer ma dernière soirée en tant que chercheur avec vous ici à Laon, puisque mon contrat prend fin le 23 novembre et que je n'aurai probablement pas l'occasion de revenir à Laon dans le cadre de cette recherche. Donc voilà, ma dernière soirée sera avec vous puisque je repars très tôt demain matin. Donc ce soir, de quoi vais-je parler? Eh bien, je vais une présentation en 3 étapes. Tout d'abord, je vais vous présenter la partie sur laquelle je me suis plus particulièrement penchée, c'est-à-dire les associations historiques et patrimoniales. Donc je vais vous présenter un peu la toile de fond de ces associations en Picardie, plus particulièrement dans l'Aisne et dans la Somme. Donc là, il sera vraiment question d'associations et pas de sociétés savantes, mais cette partie sera assez courte. Ensuite, je vais plus particulièrement m'intéresser aux sociétés savantes. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter certains résultats
par rapport à l'évolution sociologique des membres de ces sociétés depuis 1945. Et je vais terminer avec 5 points qui peuvent être 5 angles d'approche à partir desquels questionner les sociétés historiques de nos jours. Et en fait, c'est plutôt une comparaison entre ce que les sociétés historiques étaient fin 19e, début 20e et ce qu'elles sont aujourd'hui. Mais bon, ça deviendra plus clair pour le moment pour vous au fil de l'exposé. Donc voilà, je tiens aussi à préciser que je ne présente pas forcément ce soir des résultats définitifs. Hein. Ce que je vais vous présenter est vraiment ouvert à la discussion et au débat. Ce sont des conclusions, des analyses auxquelles nous sommes arrivés, je dis nous parce qu'on est plusieurs chercheurs, donc à des analyses auxquelles que nous avons produites, mais qui sont vraiment ouvertes à la discussion. Donc n'hésitez pas, en fin d'exposé, à critiquer, confirmer, infirmer, questionner ce que je vais vous présenter ce soir, parce que c'est aussi très utile pour notre recherche d'avoir vos idées et vos opinions et vos remarques par rapport à tout ça. Voilà, donc je commence avec les associations. Donc au début, cette recherche, les chercheurs s'intéressaient plus particulièrement aux sociétés historiques et en commençant à les compter et à regarder où elles étaient en Picardie, ils se sont rendus compte qu'il y avait énormément d'associations aussi. Et qu'en passant à côté de ces associations, ils passaient à côté d'une dynamique très forte au niveau histoire et patrimoine dans la région Picard. Et donc le premier travail qui a été fait, ça a été de dénombrer ces associations-là. Alors ça n'a pas été facile parce qu'il n'y avait pas de liste qui existait avant. Donc on a fait ça notamment sur base du journal officiel qui est en ligne, mais aussi de certains portails internet qui présentent quelques listes d'associations qui ont dû être complétées. Donc c'est un travail qui a été très long et on en est arrivé à 393 associations dans l'Aisne et 486 dans la Somme. Comme c'est un travail qui est long, on n'a malheureusement pas pu le faire pour l'Oise, donc on n'a aucune idée du nombre d'associations historiques et patrimoniales dans l'Oise. Alors, je donne ces chiffres-là, ce n'est pas des chiffres à prendre à la lettre, mais je pense qu'à une dizaine près, on est proche du chiffre réel des associations historiques et patrimoniales. Ça, c'est les chiffres de 2015, donc voilà, il y a un an, on en était à ça. Alors, on a demandé à nos amis géographes de cartographier les associations qu'on avait répertoriées pour avoir un peu une idée de leur répartition. Donc, là, on est dans le département de l'Aisne, donc on voit que les associations se regroupent principalement, forcément, dans les villes, Saint-Quentin, Lens, Soissons, Château-Thierry. On en a aussi pas mal du côté, là on est Chauny, Termier, Saint-Gobain, Roussy, etc. Mais on a aussi des zones de vide. Alors ces zones de vide, c'est le centre du triangle Saint-Quentin, Vervins, Laon. Là ici, il n'y a pas grand-chose. À l'est de Laon, au niveau de la frontière Champagne-Ardenne, il n'y a pas grand-chose non plus. Et ici non plus. Bon, alors ça c'est la configuration de l'Aisne. Voyons la Somme, où je répète, il y a 486 associations. Alors là, la configuration est assez différente puisqu'on a Amiens et Abbeville qui absorbent la majorité des associations. Donc il y en a, je crois qu'il y en a environ 80 sur Amiens et plus de 50 à Abbeville. Après, on a encore quelques petits centres. On a Saint-Valéry, on a Albert, on a Péronne, on a Montdidier, encore, voilà. Mais donc, on voit quand même que dans les deux départements, la répartition des associations, et notamment la répartition entre les villes, est assez différente. Alors, au niveau de la répartition, on a croisé ces cartes-là avec notamment des cartes de renseignements sur les populations, notamment les densités démographiques. Bon, on se doute bien que sur la carte de l'Aisne ici, quand on est dans la région aux alentours de Vervins, la densité de population est beaucoup plus faible que par exemple dans les alentours de Soissons ou de Château-Thierry. Mais, chose intéressante, on a aussi croisé ces cartes avec la répartition des monuments historiques dans les deux départements. Et ce qui est intéressant dans l'Aisne, c'est qu'il y a plus de monuments historiques que dans la Somme, mais moins d'associations. Donc voilà, ça c'est une question qu'on est en train de creuser, c'est qu'on a une densité patrimoniale beaucoup plus forte dans l'Aisne, mais un moins grand nombre d'associations. Et là, je ne peux pas trop en plus, parce que c'est vraiment une question qu'on est en train de compléter et d'analyser. Voilà. Alors en même temps que de faire la liste des associations, je me suis amusée, on va dire, à faire un fichier Excel avec certaines caractéristiques de ces associations, comme leur date de création, la ville de leur siège, leur domaine d'activité, leurs activités, leur nombre de membres, le montant de la cotisation, s'ils recevaient des subventions ou non, de qui, etc. Alors le tableau n'est pas complet non plus, parce qu'on n'a pas pu avoir les informations pour toutes les associations. On a envoyé un questionnaire aux associations, mais le taux de réponse a été assez faible. En fait, on a eu que 30% de réponses. Donc voilà, on a fait avec les informations qu'on avait. En tout, on peut dire qu'on a environ 60% des informations pour les associations. Donc, ce qu'on a fait, et ça pour toutes les associations, c'est
voir quels étaient leurs domaines d'intérêt et un peu les catégoriser dans un domaine particulier. Donc on peut voir que dans l'Aisne, la majorité des associations s'occupent de patrimoine matériel et d'histoire et de mémoire. Arrive ensuite le patrimoine environnemental. Par contre, on n'a pas trop d'associations qui s'intéressent au patrimoine ethnologique. En gros, patrimoine ethnologique, c'est tout ce qui est patrimoine immatériel, folklore, tradition. Très peu s'intéressent aussi au patrimoine agro-industriel, donc on n'a pas beaucoup de confréries, on a peu d'associations qui s'intéressent au patrimoine industriel en tant que tel. Voilà, alors ça ce sont des grosses catégories, mais par exemple, dans la catégorie patrimoine matériel, on a regroupé toutes les associations qui s'intéressaient au patrimoine artistique, au patrimoine archéologique, au patrimoine souterrain. Là, pour prendre un exemple, il y a l'association des souterrains et du château à Saint-Gobain, par exemple, patrimoine religieux. Alors, patrimoine religieux, ce sont des associations qui s'intéressent à un élément matériel du patrimoine religieux. Une église, une chapelle, une cathédrale, ou encore les orgues aussi. Et enfin, tout ce qui était les associations qui s'intéressent au patrimoine monumental. Alors, ça peut être le lavoir ou un élément particulier, mais encore la monumentalité d'une ville. Il y a certaines associations qui s'intéressent à l'architecture de la ville ou du village ou tel. Voilà. Autre grosse catégorie, c'est l'histoire et mémoire. Là-dedans, on a repris les associations qui s'intéressent à l'histoire militaire, au devoir de mémoire, à la généalogie, à l'histoire locale, à la reconstitution historique ou encore à une personne célèbre. Alors, je vous avais dit qu'on a fait ces catégorisations, on a repéré les caractéristiques dans l'Aisne et dans la Somme, donc on peut comparer les deux départements sur base de ces informations. Alors au niveau des grosses catégories d'associations, on voit que l'Aisne et la Somme c'est plus ou moins pareil, si ce n'est que là on est en chiffre relatif, en pourcentage. On a plus d'associations actives dans le patrimoine matériel dans la Somme, tandis qu'on a plus d'associations actives dans tout ce qui est histoire et mémoire et patrimoine environnemental dans l'Aisne. Voilà, alors je pourrais multiplier, forcément là c'est encore, on a fait ça pour toutes les sous-catégories, etc., mais c'est pas le but. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est les activités de ces associations. Donc ça, ce sont les activités qu'elles déclarent. Donc on voit que la grande majorité des associations dans l'Aisne font beaucoup des activités d'animation. Donc animation, c'est des activités destinées à un public extérieur à l'association. Sans préciser forcément ce que c'est, mais l'animation est vraiment déclarée comme une de leurs activités. Après, on a beaucoup d'associations qui s'intéressent à la recherche, à la restauration, à l'organisation d'expositions et à la publication. Alors, restauration, c'est tout ce qui est travail de nettoyage, de débroussaillage, d'entretien, etc. D'un monument. C'est pas uniquement la restauration comme ça se fait par exemple sur le château avec des chantiers. C'est aussi compris dedans, mais c'est pas uniquement ça. Voilà, alors après, on peut voir qu'il y a par contre assez peu d'associations qui s'occupent de la gestion d'un musée. L'organisation de concerts, il y en a, mais pas trop. Et après, tout ce qui est bourse, forcément, c'est plus spécifique aux associations actives dans la collection. Voilà, donc on avait ça pour environ une vingtaine de critères. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais ça, c'est plus pour vous donner une idée au niveau association dans l'Aisne, quelle est la toile de fond. Maintenant, on va passer plus spécifiquement aux sociétés savantes dans le département. Alors là, pareil, la première chose qu'on a faite, c'est en faire une liste et les cartographier. Donc là, on se retrouve avec 30 sociétés savantes en Picardie. Et donc il y en a 8 dans la Somme, 7 dans l'Aisne et le reste dans l'Oise. Donc c'est l'Oise qui comprend le plus de sociétés savantes. Alors là, on avait une liste de départ qui est la liste du CTHS, donc du Comité des travaux historiques et scientifiques, je reviendrai sur ce comité par la suite, qui listait 99 sociétés savantes en Picardie. Mais en fait, on est revenu sur cette liste-là, et en fait, il y a beaucoup de ces sociétés savantes qui ont disparu, qui ne sont plus actives, et on a en fait sélectionné dans cette liste les sociétés savantes selon plusieurs critères. Le premier, c'est production de connaissances sous forme de collégialité, donc c'est production de connaissances dans le cadre de la société historique, c'est pas la personne qui de son côté fait sa petite recherche, il y a une idée d'être en groupe, de faire ça en collectivité. La deuxième chose, c'est mise à disposition de ces connaissances au public, que ce soit par des publications ou des conférences. Troisièmement, c'est une implantation territoriale ou thématique bien précise. Et quatrièmement, c'est une durée de vie de plus de 10 ans. Alors, on s'est un peu tâté, savoir si c'était 10 ans ou 20 ans. Finalement, on a compris une durée de vie de 10 ans. Donc ça, ce sont les 4 critères qu'on a retenus
pour sélectionner ce qui, à notre sens, étaient des sociétés savantes. Et donc voilà, on est arrivé à cette liste de 30. Alors oui, on n'a pas eu le temps de faire une enquête forcément dans ces 30 sociétés, parce que ça fait un peu beaucoup. Donc le but pour nous était de faire une enquête ethnographique, c'est-à-dire de passer un maximum de temps avec les membres de ces sociétés savantes, de faire des entretiens, d'assister à leurs événements, à leurs conférences, et surtout d'éplucher toute la littérature qui les concerne, c'est-à-dire ce qu'elles publient, mais aussi leurs archives et les publications qui ont été faites à propos d'elles. Alors, comme on n'a pas eu le temps de le faire pour toutes les associations et les sociétés savantes, on en a choisi 3 principalement. La Société des Antiquaires d'Amiens, je vais l'appeler SAP à partir de maintenant pour les questions dessous. La Société d'émulation d'Abil et la Société historique de Picardie. Alors, donc, la SAP, donc la Société des Antiquaires de Picardie, là je vais prendre mes notes pour la partie historique parce que bon, je sais faire ça. Donc là, la SAP, en fait, c'est une étudiante en démographie qui a fait ce travail-là sur base des bulletins de cette société. Donc, elle a épluché tout ce qui était mémoire, les bulletins, les mémoires, etc. Et notamment les listes de membres et d'adhérents. Et donc, brièvement, la SAP, c'est une société qui a été créée en 1836 sous le nom de Société archéologique du département de la Somme. Et ce n'est qu'en 1837 qu'elle a pris le nom de Société d'Antiquaires de Picardie, notamment sous pression en fait, des érudits de l'Oise et de l'Aisne qui ne se reconnaissaient pas vraiment dans le monde de la société. Alors, bon, voilà, aussi, chose importante, c'est que cette société est associée à la création du musée de Picardie, qui est donc à Amiens, puisque c'est eux qui ont assuré en grande partie la construction et les collections et qui ont ensuite donné à la ville d'Amiens en 1869. Donc voilà, pour remettre en gros le contexte. Alors, le premier travail que la stagiaire, donc, qui s'appelle Falila Tadedokoun, a fait, c'est de regarder à l'évolution de l'admission des membres à la SAP entre 1945 et 2012. Donc là, la ligne rouge correspond à l'ensemble de toutes les admissions qui ont été faites sur cette période-là. Ça représente 1181 admissions en tout. Alors la ligne verte qui est en dessous, c'est l'admission des membres résidents. Alors disons qu'elle est plus stable, étant donné qu'il y a des membres, des titulaires résidents, il y en avait qu'une trentaine, donc le renouvellement est moins important. Et ce qui nous intéresse vraiment ici, c'est la ligne rouge, donc le total. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'en 1968-69, on a vraiment un pic dans les admissions. C'est l'année notamment de création de l'université à Amiens, donc il y a vraiment un afflux massif à cette période-là. Après, on a encore quelques petits soubresauts ici, mais bon, voilà, une tendance générale quand même depuis les années 70 à la baisse au niveau du nombre d'admissions. Voilà, ça c'est vraiment la chose à retenir sur ce graphique. Elle s'est aussi intéressée à la répartition des hommes et des femmes dans ces admissions-là. Alors bon, voilà, il n'y a pas vraiment besoin d'expliquer le graphique, on est parti d'un milieu essentiellement masculin dans les années 45 et 54, avec un milieu, bon, pas essentiellement féminin, mais quand même avec beaucoup plus de femmes dans les années 2005-2012, à savoir que pour le moment, il y a une vice-présidente de 2004 à 2012, je pense, et la secrétaire perpétuelle est aussi une femme depuis 2004, mais il n'y a pas encore eu de femme présidente dans cette société. Alors, elle s'est intéressée aux professions. Là, je ne vais pas revenir sur toutes les professions, sinon on en aurait pour un bon petit temps. Simplement noter qu'en dehors du taux assez important de non-réponse, enfin de professions non renseignées, les catégories principales de professions à la SAP, c'est professeurs, profession libérale, étudiants et profession du patrimoine. Avec entre 45, 54 et actuellement certaines professions, alors je vais dire qu'ils ont disparu, mais je veux dire que les adhérents ne mentionnent plus. Donc peut-être qu'il y en a encore, mais ce n'est pas renseigné. Par exemple, on n'a plus de membres du clergé, on n'a plus de militaires, on n'a plus d'industriels, on n'a plus d'agriculteurs, tandis que d'autres ont vraiment augmenté. Voilà, là au niveau des déclarations, on a plein de professions du patrimoine, on a eu plein d'étudiants, on a quand même 15% des années 75-84, c'est assez important. Dernière caractéristique à laquelle elle s'est intéressée, c'est le lieu de résidence des adhérents. En fait, donc, écrasante majorité des adhérents habitent dans le département de la Somme, suivi de Paris et de l'Île-de-France. Par contre, du département de l'Oise et du département de l'Aisne, on a quand même beaucoup moins d'adhérents.
Alors, brièvement, je veux aussi comparer avec la société d'émulation d'Avil, donc c'est encore Fadila Khalilokun qui s'en est occupée. Elle a fait exactement les mêmes critères. Donc là, on est au niveau des admissions. Donc là, le total, c'est la ligne verte. Alors là, on a quand même un peu moins d'admissions. Sur cette période-là, on en avait 1181 à la SAP. Là, ici, on en a 776. Mais on est à la SAP, à la Société d'émulation d'Avil, dans une société qui a une inscription territoriale plus réduite. Donc à la SAP, on était Société des antiquaires de Picardie, donc il y a une assise normalement régionale. Société d'émulation d'Avil, on a une assise quand même beaucoup plus réduite, puisque c'est Avil et sa région. Donc, voilà, ça concerne à la base moins de membres. Donc, bon, là, on a quand même un graphique des admissions qui est assez différent, puisque eux, leur pic d'admission se situe plutôt vers 98. Mais on a aussi, après avoir fait le plein un peu après la Deuxième Guerre mondiale, une petite baisse, ça augmente un peu. Et puis bon, quand même, là, ces dernières années, on a aussi une nette tendance à la diminution des admissions. Répartition des hommes et des femmes, là, on passe aussi d'une société majoritairement masculine à, cette fois-ci, une société majoritairement féminine de peu, mais bon, voilà, il y a eu plus de femmes que d'hommes admis entre 2005 et 2012 à la société d'Avil. Et il y a une présidente, pour le moment, dans cette société-là, donc parmi les membres du gouvernement, une présidente. Au niveau des professions, c'est pareil, on a une grande majorité de professions libérales. Ici, les professeurs arrivent en deuxième position. Et là, on a des cadres du secteur public ou privé qui arrivent en troisième position. Bon, voilà, notez que dans cette société, les étudiants, il n'y en a presque pas ou à peine. Bon, il n'y a pas d'université à Ville, donc ça explique aussi le nombre beaucoup moins important. Au niveau de la résidence, là on a presque 73% dans le canton d'Avil, pareil presque 10% Paris et Île-de-France. Après on en a d'autres qui habitent dans le département de la Somme, notamment Amiens. Mais encore une fois, quand on prend le département de l'Aisne et de l'Oise, on n'a quasiment aucun adhérent qui est visible. Venons-en à la société qui nous intéresse ce soir, la société de l'an. Alors là, en fait, on s'est basé, on avait beaucoup moins de documents puisqu'il y a très peu d'archives dans cette société. Donc on avait moins de documents à notre disposition. Là-dessus, on s'est basé sur 3 listes de membres qu'on avait. Donc une liste des années 50, une liste de 82, une liste de 2012. On s'est aussi basé sur les mémoires de la fédération qui publie à la fin de chaque volume un rapport d'activité des sociétés, notamment des conférences et des membres du bureau. Donc on n'a pas pu faire la même graphique au niveau de l'évolution des membres puisque on n'avait pas les informations. Par contre, on a fait la même tendance un peu pour la répartition selon le genre. Mais là, on passe aussi d'une grande majorité d'hommes à, ici à Lens aussi, au moins pour l'année 2012, il y avait plus de femmes que d'hommes qui adhéraient à la société. Et puis, il y a aussi, parmi les membres du bureau, beaucoup plus de femmes qui occupaient des postes importants qu'à Amiens ou à Ville, puisque, je pense, il y a eu César Martinet, il y a eu Martine Poulier, il y a eu Cécile Souchon, il y a eu Frédéric Loubou. Donc on a quand même plus de femmes qui ont occupé des postes plus importants au sein du bureau. Alors, au niveau de la répartition des membres par profession, ça c'est moi qui fais le tableau, c'est plus Faïla, donc il est un peu moins lisible que les autres, je suis désolée. Mais donc on remarque qu'il y a aussi pas mal de professions qui sont non renseignées. Alors oui, pour 2012, parce qu'il y en a probablement qui adhèrent déjà ici en 2012, les professions sont à la base pas renseignées lorsque vous adhérez, mais à partir des noms, en fait, on a regardé sur Google et on a retrouvé pour pas mal de gens leur profession. Sachez que les informations sont utilisées dans un cadre strictement anonyme et que la présentation des résultats n'ira pas plus loin que ce genre de tableau dont nous en faites absolument pas. Voilà, mais ça nous donne une idée, nous, de comparaison avec d'autres sociétés, mais aussi de voir comment la société a évolué. Quand je dis la société, c'est une société historique, la société générale. Donc voilà, en faisant abstraction des professions qui sont non renseignées, alors on en a beaucoup qui occupent des professions libérales, on a quand même pas mal de professeurs, on a aussi beaucoup d'employés intermédiaires du secteur privé-public. Il y a quand même pas mal de fonctionnaires à Lens, donc il n'y a rien de très étonnant là-dedans. On a aussi pris c'est pas mon profession, mais les retraités, il y en a pas mal. Par contre, on voit par exemple qu'au niveau des rentiers, on n'en a plus aucun qui se déclare rentier en 2012.
On a aussi fait par rapport au lieu de résidence, donc pour les listes de ces 3 années. Et là, ce qui est intéressant de noter, en fait, c'est que autant en 1950, on avait des gens qui venaient aussi, qui résidaient aussi en France et Paris et sa région, autant en fait en 2012, la grande majorité des membres, elle vient de Langue, du Lannoy et de l'Aisne. On a beaucoup moins de membres qui résident en France ou à Paris, ou encore, on ne parle pas de la Somme gauloise, parce que là, il y a vraiment beaucoup de personnes. Voilà. Oui, alors comme on avait aussi là les activités, notamment en termes de conférences de cette société historique, on a regardé quelles étaient ces conférences et on les a un peu réparties en fonction du lieu d'intérêt que les conférenciers présentaient lors de leur conférence. Alors, on remarque que la grande majorité des conférenciers présentent quelque chose qui est dans le département de l'Aisne, donc c'est partout sauf à Laon dans le département de l'Aisne. Ensuite, c'est une conférence qui s'intéresse à Laon. Le Lannoy, en fait, moins que la France. Donc on a quand même pas mal de conférences qui s'intéressent à quelque chose ou quelqu'un en France. Arrive ensuite le Lannoy. Alors on a fait la même chose pour les périodes d'intérêt, puisque moi on va présenter la société de Laon comme la société du Moyen-Âge qui s'intéressait au Moyen-Âge par excellence. Et ben non, en fait. Puisque la grande majorité des conférences, alors c'est les conférences entre 78 et 2013, je ne suis pas remontée bilan parce que sinon ça fait vraiment beaucoup de travail. On remarque qu'entre 78 et 2013, il y a plus de conférences qui concernent l'époque contemporaine que le Moyen-Âge. Alors là, l'Antiquité, n'en parlons même pas, il y a quasiment personne qui s'y intéresse. Et on a aussi réparti ces conférences-là en fonction du type d'histoire ou de patrimoine qui était présenté. Alors là, évidemment, les conférences concernaient majoritairement l'histoire locale, donc l'histoire de la ville ou une personne célèbre. Bon, généralement, c'est quelqu'un de Laon. Arrivent ensuite d'autres thématiques comme l'histoire militaire, le patrimoine religieux et le patrimoine monumental. Après, les autres thématiques, c'est plus lié à l'intérêt d'un membre particulier qui présente à un moment sa recherche, car en fait, plutôt des thématiques qui regroupent bon nombre de présentations. Voilà. Donc, je vous ai présenté ces 3 sociétés-là. Ça donne aussi une idée un peu de ce qui se passe dans la Somme. C'est pas tout à fait pareil, mais ce qu'on peut voir quand même, les tendances générales, c'est qu'on a une tendance d'une diminution du nombre d'admissions quand même ces dernières années, notamment ces 10 dernières années, une inscription territoriale assez forte, notamment dans le recrutement des membres et des sociétés qui se sont aussi fortement ouvertes aux femmes. Alors, à partir de là, on a comparé un peu ces résultats-là et aussi d'autres informations qu'on avait, parce qu'on a aussi rencontré des membres d'autres sociétés savantes. On a été à Soissons, on a été à Vervins, on a été à Beauvais, on en a fait d'autres, mais là on a simplement rencontré les gens et fait des entretiens avec eux. On n'a pas eu le temps de faire tout le travail sur les bulletins et la littérature. Et donc on a décidé de comparer un peu les sociétés telles qu'elles étaient fin 19e, début 20e à ce qu'elles sont aujourd'hui. Et pour ça, on se base sur de la littérature, donc notamment l'ouvrage de Jean Chaline sur les sociétés savantes en France au XIXe et au XXe siècle, sur des écrits d'Odile Parcy-Barubet sur les sociétés d'antiquaires, et enfin sur un ouvrage de, je crois qu'il s'appelle Gonzague, c'est Gonzague-Thierville, qui écrit sur les sociétés savantes de la Somme entre 1870 et 1914. Et donc on a un peu comparé ce qu'ils avaient écrit sur les sociétés savantes avec ce que nous, on avait trouvé. Alors, c'est ces fameux 5 angles d'approche dont je vous ai parlé, c'est-à-dire qu'on a trouvé 5 types de questionnements qui sont intéressants pour aborder les sociétés savantes à travers ce long laps de temps. Alors, premier angle d'approche, c'est ce qu'on a appelé un peu du polymatisme à l'histoire. Alors le polymatisme, donc, c'est le fait de maîtriser des connaissances sur un nombre très varié de domaines. Donc c'est des gens qui peuvent aussi bien parler de sciences que de littérature, que d'histoire de l'art, que de l'histoire, que d'archéologie, etc. Oui, alors ça c'est vous, la photo, c'est lors de l'Assemblée Générale. Mais le polymatisme peut aussi caractériser une société, donc c'est par exemple une société d'émulation, les académies, qui ont à la base vocation à aborder un grand nombre de domaines et de thématiques. Alors, c'est pour ça que je vais plutôt partir des dénominations des sociétés savantes en Picardie pour expliquer cette thématique du polymatisme à l'histoire.
Alors, on vous a dit qu'il y avait 30 sociétés savantes en Picardie. Il y en a 5 qui ont choisi le nom d'académie, de société académique ou de société d'émulation. On en a une qui a choisi le nom de société d'antiquaire et tout le reste a choisi le nom de société historique et ou archéologique. Alors ces dénominations ne sont pas tout à fait anodines, elles sont liées à des contextes historiques un peu particuliers. Tout ce qui est société d'émulation, académie et société académique, là on se base sur les écrits de Dil Parsi-Baroubet, ce sont des sociétés qui sont un peu héritières des sociétés qui existaient avant la Révolution française. Donc ce sont généralement des sociétés qui existaient avant cette révolution sous un autre nom et qui ont réapparu, se sont reformées après la Révolution française. Donc ce sont plutôt des sociétés qui sont dans la lignée des cabinets de curiosité qu'il y avait il y a longtemps. Après, au niveau de la Société des antiquaires de Picardie, c'est très intéressant, puisque là on est toujours dans le contexte des années 1830, avec l'opposition, mais la rencontre de deux grandes tendances. On avait d'un côté François Guizot, qui voulait faire un inventaire des monuments historiques à l'échelle de la France, mais c'était une entreprise vraiment très centralisatrice, c'est-à-dire que tout passait par Paris. C'était Paris qui recevait l'information, c'était Paris qui donnait les ordres. Et je schématise, mais en gros ça a été ça, et en face de lui il y avait Arcis de Caumont, qui lui entendait aussi faire un inventaire des monuments historiques en France, mais voulait donner beaucoup plus de rôle et d'importance aux sociétés savantes. Et lui en fait son idée c'est de faire un réseau des sociétés d'antiquaires à l'échelle de la France. Donc c'est vraiment dans les années 1830 que se sont développées les sociétés d'antiquaires, la Société des antiquaires de Normandie, mais il y a aussi celle de Morigny, qui, alors elle, je ne sais pas si elle a disparu ou si elle a changé de nom, et il y a eu les antiquaires de Picardie. Après, pour tout ce qui est société historique et ou archéologique, c'est pas forcément lié à un contexte historique particulier, mais c'est lié quand même à une époque où ces disciplines n'étaient pas encore forcément des professions en tant que telles ou des disciplines universitaires. Et pour expliquer, c'est vraiment elles en fait qui sont concernées par la réduction de leur thématique. Et il y a un exemple assez flagrant, c'est la Société historique, archéologique et scientifique du Soissons, donc qui porte encore ce nom-là aujourd'hui, mais qui, on a rencontré son président, on nous a dit qu'elle n'avait plus grand-chose de scientifique. Alors scientifique pas au terme méthode, mais scientifique au terme sciences naturelles, depuis les années 80. Et bon, il faut savoir que c'est une société qui était aussi très active au niveau archéologie dans les années 70. Bernard Ancien, Geneviève Cordonnier menaient énormément de fouilles. Ils avaient même un groupe, un comité spécifique pour l'archéologie au sein de leur société historique. Mais avec la professionnalisation notamment de l'archéologie dans les années 80, il y a aujourd'hui plus aucun membre qui s'intéresse à l'archéologie. Donc cette société historique, archéologique et scientifique du Soissons, aujourd'hui est fortement limitée, et bon, son président, c'est lui-même qui l'a souligné, est fortement limitée en fait à l'histoire. Alors une raison de cette réduction, comme je dis, c'est la professionnalisation des archéologues, notamment dans les années 80, la décentralisation aussi, puisque c'est dans les années 80 que sont créés les postes d'archéologues municipaux, notamment. C'est aussi à partir de ce moment-là qu'il a fallu avoir de nombreuses autorisations pour pouvoir effectuer des fouilles, et donc c'était plutôt, les autorisations étaient données à des professionnels et plus à des amateurs, mais il ne faut pas tout mettre sur le dos de la professionnalisation et de la décentralisation. Il y a pas mal de chercheurs qui sont intéressés aussi à ce qu'on appelle, ce qu'ils appellent la crise des engagements, de l'engagement dans le domaine associatif. Et ils ont remarqué qu'en fait, depuis les années 80, on est passé du type des très grosses associations qui s'occupent aussi bien de sport que de loisirs, que d'éducation, vraiment plein de domaines qui étaient donc destinés à un public très large. Depuis les années 80, on est beaucoup plus passé à des associations qui sont spécialisées dans un domaine particulier, donc destinées à un public plus réduit, et cela notamment suite à un changement dans le mode de financement des associations, notamment des subventions. C'est-à-dire que les communautés territoriales accordent des subventions de plus en plus, c'est pas une généralité, mais de plus en plus, par projet ou quand les associations ont un objectif particulier. C'est beaucoup plus facile, et elles le demandent d'ailleurs généralement dans le dossier de subvention, quel est l'objectif. Elles préfèrent subventionner des associations ayant un objectif spécifique plutôt que des associations généralisées. Donc ça a aussi été une stratégie des associations de réduire un peu leur domaine d'intérêt, de se spécialiser dans un domaine, parce que c'était plus facile d'obtenir des subventions, mais aussi par exemple d'avoir des postes salariés. Donc c'est pas forcément le cas dans les sociétés historiques ou savantes, mais voilà, pour avoir des salariés, c'est quand même plus facile d'être spécialisé dans un domaine. Voilà.
Alors, deuxième tendance générale, c'est l'ouverture. Alors, l'ouverture des sociétés historiques, elle se remarque dans deux types on va appeler ça de marqueurs. Tout d'abord, c'est au niveau des membres. Comme j'ai dit, il y a beaucoup plus de femmes actuellement dans les sociétés historiques. Quand on regarde les écrits, notamment de Jean Chaline ou encore Gonzague-Tierney, dans leurs écrits, les femmes, c'est souvent les femmes d'eux ou les veuves d'eux qui vont adhérer à la société ou devenir membres correspondantes à la mort de leur mari. Donc elles ont un rôle très minime au sein des sociétés. Ce qui ne veut pas dire qu'elles ont un rôle minime tout le temps, puisqu'elles ont quand même un rôle mondain très important. C'est elles qui sont en charge de l'organisation, par exemple, des dîners et des réceptions. Hein, c'est non négligeable. Quand le mari décide d'inviter tous les membres de la société à la maison, il faut gérer derrière. Et c'est aussi elles qui ont un rôle, on va dire, un peu plus intellectuel, parce que bon, non seulement elles invitent des gens, mais c'est aussi bien si elles ont un petit peu de conversation, un peu. Voilà, donc c'est pas parce qu'elles sont les femmes d'eux ou les veuves d'eux qu'elles sont vraiment réduites à un rôle minuscule. Mais bon, voilà, actuellement, quand même, les femmes sont devenues un peu plus des membres à part entière, qui ont parfois des responsabilités au sein du bureau de la société. Ah, je ne vais pas m'étendre sur la révolution féministe et le fait que les femmes ont accédé à l'éducation, au travail, etc., pour expliquer ce changement. En effet, hein, ça y a fortement participé. Juste peut-être un peu contrebalancé, c'est qu'à Laon, par exemple, dans cette société, il y a l'augmentation du nombre de femmes, mais aussi à mettre en relation avec l'augmentation du nombre de couples. Donc c'est-à-dire que par exemple, en 1950, on avait environ 5% de couples adhérents. En 2012, on en a 20. Donc forcément, il y a aussi une augmentation du nombre de femmes parce que les gens adhèrent plus facilement en couple que uniquement les hommes. Alors l'ouverture se remarque aussi au niveau de l'origine sociale, oui, quand même, puisqu'on remarque dans les professions que par exemple les rentiers ont disparu, mais par contre il y avait beaucoup plus de professeurs. Alors c'est important de souligner qu'il y a beaucoup plus de professeurs parce que dans les sociétés historiques de fin 19e et 20e, c'était pas évident qu'il y ait beaucoup de professeurs en fait. Il y a un ouvrage, alors je me souviens plus son prénom, je crois que c'est François Plou, qui s'est intéressé à ceux qui écrivaient les monographies de village fin 19e ou début 20e, donc c'était les instituteurs et les curés. Et il disait que ces gens-là faisaient très rarement partie de la société historique locale parce qu'en fait ils n'avaient pas l'origine sociale pour. Donc c'était des gens qui produisaient énormément, des monographies parfois très importantes, mais qui n'accédaient pas aux sociétés historiques. Ou le peu qui y accédaient, c'était par reconnaissance quand même de leur travail, par marque d'intégration dans le village dans lequel ils avaient été mutés. Et voilà, donc c'est vraiment pas évident, fin 19e, début 20e, les professeurs et les instituteurs ne font pas partie des sociétés savantes. Les instituteurs, pour la raison que je viens de vous mentionner, les professeurs, parce que généralement les professeurs d'université ont une vision très négative des amateurs éclairés ou non. Et donc les professeurs d'université préfèrent donner les consignes et les ordres aux membres des sociétés historiques pour en faire partie. Donc là, il y a quand même eu un changement assez important puisque maintenant, il y a quand même plus d'instituteurs, de professeurs et de professeurs d'université qui font partie ou participent aux activités des sociétés historiques. Alors justement, au niveau de ces activités, parlons-en, il y a aussi une ouverture à ce niveau-là par l'invitation de conférenciers extérieurs. Quand on regarde les conférences qui étaient faites jusqu'à les années 80, ce sont les membres actifs du bureau qui présentent leurs recherches aux autres membres. C'est ce qu'ils appelaient les causeries. Donc c'est vraiment quelque chose qui se fait dans l'entre-soi. Et si j'ai bien compris, ces causeries à Laon avaient notamment lieu à la porte d'Ardon. Donc je ne sais pas si vous voyez, c'est pas très grand la salle, donc c'était certainement pas des causeries qui étaient ouvertes à un grand public. Donc il y avait vraiment des réunions dans l'entre-soi. Ça a changé, puisque à partir des années 80, on voit vraiment l'arrivée de conférenciers extérieurs, notamment des professionnels et des universitaires. Et ça, c'est vraiment un grand changement au niveau des activités. Et ces conférences se sont en même temps ouvertes au public. Donc, c'est-à-dire que de plus en plus de monde, adhérents ou non, pouvaient venir assister à ces conférences. Il y a aussi une diversification des activités en tant que telles. C'est-à-dire qu'en plus des conférences et des publications, il y a eu la participation à d'autres types d'activités. Je pense notamment à des commémorations. Il y a eu la commémoration Maxime de Sart dans les années 80 auquel la Société de Laon a participé. Il y a eu la participation aux heures médiévales. Voilà, donc il y a une diversification des activités qui ne se résument plus simplement à publier et parler. Alors, est-ce que quelqu'un reconnaît la tombe, la photo de la tombe qui est là? Ça, c'est la tombe de Monsieur Deville, l'historien de Laon qui est au cimetière Saint-Jules, presque une
J'ai fait exprès de mettre l'arrière de la tombe parce qu'il y a très peu de monde qui la regarde. Tout le monde regarde toujours le devant, mais en fait elle est écrite sur l'arrière. Voilà. C'est un de mes lieux préférés quand je venais à Lens sur le haut en été. J'adorais y passer énormément de temps, c'est vraiment des trouve magnifiques. Voilà. Alors, troisième angle d'approche, c'est un fonctionnement en réseau assez limité, c'est-à-dire notamment au niveau des réseaux institutionnels ou officiels. Alors, j'en parlais tout à l'heure, le comité des travaux historiques et scientifiques. Alors, brièvement, c'est un comité qui a été créé par le même François Guizot dans les années 1830, je crois que c'était 34, et qui avait pour but de centraliser toutes les publications qui étaient faites sur l'histoire, mais aussi sur le patrimoine, ou encore sur la littérature. Donc voilà, c'était vraiment centraliser ces publications pour les rediffuser sous forme de publications plus épaisses. Et donc actuellement, ce comité travaille, je pense qu'il y a 9 sections qui s'occupent sur toute l'histoire, mais aussi d'archéologie, il y a de la géographie, il y a de l'ethnologie, des langues régionales, enfin voilà, donc c'est 9 sections assez actives. Alors ce qui nous intéresse vraiment par rapport au CTHS, c'est qu'il fait quand même pas mal de choses avec les sociétés savantes. La première, c'est l'organisation d'un congrès annuel des sociétés savantes en France. Congrès qui est organisé dans une ville universitaire et par en fait une société savante locale. Donc par exemple en 2015 c'était à Reims, en 2016 c'était à Rouen et en 2017 ce sera à Pau. Et donc normalement dans ces congrès participent aussi bien des membres des sociétés savantes que des universitaires. Deuxième chose que le CTHS fait avec les sociétés savantes, c'est ce fameux annuaire, cette liste que je mentionnais en début d'exposé avec les 99 sociétés savantes en Picardie, donc c'est fait pour absolument toutes les régions en France. Le CTHS publie également un bulletin de liaison à destination des sociétés savantes dans lesquelles il y a par exemple des informations juridiques, quelles sont les dernières publications de toutes les sociétés savantes en France, etc. Et chose intéressante, ils ont aussi une base de données qui s'appelle France Savante et qui est en fait une collecte de fiches prosopographiques des savants. Alors généralement ils s'intéressent plus aux gens qui sont décédés, qui ont fait partie d'une société savante. Et donc ça c'est, n'importe qui peut déposer une fiche, il y a les consignes en ligne, voilà, donc n'importe qui peut déposer une fiche pour présenter quelqu'un qui a fait partie d'une société savante. Bon là ici, voilà, j'ai pris l'exemple de la société Blanc avec Lucien Broche. Il n'y a pas beaucoup d'informations sur lui, je pense qu'il y aura moyen de compléter. Par exemple, il n'y a pas de fiche sur Maxime Boussard, j'ai regardé, il n'y a absolument rien. Voilà, donc on a un peu quand il est né, quand il est mort, quelles étaient les sociétés lesquelles il est parti, la biographie très succincte et quelques publications. Voilà. En tout, à l'échelle de la France, il y a 17 500 fiches prosopographiques qui ont été faites, et là c'est les chiffres de 2003. Je reviens sur ça. Mais quand on a rencontré en fait, les membres des sociétés historiques ici, dans l'Aisne notamment, on a un peu moins posé la question dans la Somme, le CTHS il est très loin quand même, c'est pas du tout un comité que les gens mentionnent. Au congrès en 2015 à Reims, il y avait une personne qui venait de Soissons. Je pense qu'il n'y avait absolument personne de l'Aisne en 2016 à Rouen. C'est pas des critiques que je fais, c'est des constats. Voilà. Au niveau des fiches prosopographiques, par exemple, la base de données, donc je dis il y en a 17 500. Alors j'ai pas les chiffres en tête, mais je crois que l'Aisne n'en a que 71 sur les 17 500 par exemple. Donc on voit qu'il y a entre les régions il y a de nettes différences. Voilà, donc en fait ces relations au CTHS ça pose. Mais bon, dans les 71, c'est la société Blanc qui en a le plus. Je crois qu'elle en a plus de 20. Voilà. Donc ces relations que le CTHS pose un peu les mêmes questions qu'il y avait entre Arcis de Caumont et François Guizot, les problèmes de décentralisation, de relations avec Paris. Voilà, je ne vais pas forcément rentrer dedans dans ces thématiques-là maintenant, donc on peut en reparler après. Alors un deuxième type de réseau qu'on retrouve, c'est la fédération. Je vais pas vous l'apprendre, il y a une fédération des sociétés d'histoire et d'archéologie dans l'Aisne. Juste dire que c'est pas la seule en France, il y en a une dizaine en fait de fédérations régionales ou thématiques. Par exemple, il y a la fédération des sociétés d'histoire et d'archéologie de France, il y en a aussi dans le Midi-Pyrénées. Alors,
On peut avoir soit, comme ici dans l'Aisne, une fédération qui regroupe un petit nombre de sociétés vraiment savantes, mais on peut aussi avoir des méga fédérations qui reprennent aussi les associations. Et là, parfois, je ne sais plus dans quelle région, je crois que c'est en Lorraine, ou enfin, quelque part par là, ils sont plus de 100 au sein de la fédération. Je dis qu'il y en a une dizaine, mais ce n'est pas forcément le même type de fédération. Des fédérations qui ne regroupent qu'un petit nombre de sociétés, il doit y en avoir 3 ou 4. Je peux donner les noms après, hein, mais voilà, il n'y en a pas beaucoup. Donc cette fédération qui a pour but de favoriser, de stimuler les échanges entre ces sociétés. Alors, en rencontrant les gens, ils nous ont quand même parlé de 3 problèmes majeurs de cette fédération. Je ne vais absolument pas rentrer dans la polémique qui a lieu pour le moment à la fédération. Voilà, je ne mets pas les pieds là-dedans. Donc je vais juste parler de problèmes que les gens nous ont mentionnés. Et le premier, c'est simplement la géographie du département. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui nous ont dit que quand ça avait lieu à Château-Thierry ou à Verban, ils n'avaient pas forcément envie de faire l'aller-retour dans la journée. Et donc quand il y a la journée de la fédération, eux, ils n'y vont pas parce que ça fait trop loin. Voilà, donc ça c'est un des problèmes. Et bon, ils n'ont pas la chance de pouvoir voir sur YouTube après les conférences qui ont été faites. Mais ici à la Société de Lens, c'est quand même bien, ceux qui ne sont pas là peuvent voir ou entendre après. Là, c'est pas le cas. Donc il y a quand même au niveau, on va dire, diffusion, un problème, mais il y aura peut-être quelque chose à améliorer à ce niveau-là. Un deuxième, on va appeler ça un bémol pour faire vite, hein, mais c'était que le fait que les sociétés qui sont membres de la fédération se sont déjà bien réparties tout le territoire de l'Aisne. Donc c'était un peu difficile pour une nouvelle association d'essayer d'en faire partie, d'un point de vue territorial. Et aussi le fait, et ça c'est non négligeable, que fédération, sociétés historiques et associations ne fonctionnent pas du tout de la même manière, n'ont pas toujours les mêmes objectifs. Et c'est parfois difficile de faire quelque chose en commun quand les objectifs ne sont pas du tout les mêmes. Et enfin, alors troisième bémol, là c'était plus un constat, c'est qu'on remarque quand même qu'il y a certaines sociétés historiques qui dominent complètement cette fédération. Alors quand je dis dominer, c'est pas méchant, c'est simplement qu'elles sont beaucoup plus présentes que les autres. Quand on regarde au niveau des présidences, Laon a 3 présidences, les autres sociétés en ont 2 et Chauny n'en a aucune. Et quand on regarde les publications dans les mémoires, la moyenne, alors je crois qu'on a de 1980 à 2003, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça, 80-2003. Et bien la moyenne des publications, c'est une trentaine. Il y a juste 2 exceptions, Chauny 17, Laon 51. Voilà. Donc il y a quand même, je dis pas que c'est mal, hein, c'est bien, mais voilà, il y a quand même au niveau... Alors est-ce que ce sont les sociétés qui n'ont pas forcément envie de publier autre? Je ne rentre pas dans ces détails, mais simplement quand on regarde, voilà, au niveau de la fédération, ça fonctionne comme ça. Par contre, il y a un réseau qui fonctionne très bien, c'est les relations interpersonnelles en fait. Et là on remarque que les multi-adhérents, par exemple, donc ces gens qui adhèrent à plusieurs sociétés historiques, sont des gens très mobiles, généralement très actifs au sein des bureaux des sociétés auxquelles ils appartiennent, et c'est vraiment eux qui font la jonction en fait entre les sociétés, mais de manière beaucoup plus informelle que dans un réseau officiel. Voilà, donc ça c'est la fameuse fiche. Quatrième point, j'ai aucune idée du temps, est-ce que j'ai encore du temps? Je ne sais pas. Oui, ok. Quatrième point, c'est un fonctionnement qui est moins ritualisé que fin 19e, début 20e, ça on pourrait un peu s'en douter. Il y a quand même des permanences, notamment au niveau du statut juridique, c'est-à-dire que depuis 1901, toutes les sociétés historiques sont des associations de loi 1901, et ça n'a pas changé. Par contre, ce qui a changé, par exemple, c'est au niveau de l'adhésion. L'adhésion, par exemple, quand on regarde avant les années 80, les gens avaient tendance à adhérer en famille, mais plutôt de père en fils. Donc, c'est-à-dire qu'on avait, quand on regarde une liste d'adhérents, il y a par exemple énormément de butées à une certaine époque. Maintenant, il y en a, je crois qu'il y en a encore, enfin je sais pas s'il y a ou pas, peu importe, hein, mais voilà, autant on avait on avait tendance à adhérer en famille jusque dans les années 80, maintenant comme je disais, il y a plus une tendance à adhérer en couple. Donc voilà, ça c'est un changement par exemple au niveau des modes d'adhésion. L'adhésion ça a aussi changé parce que maintenant il n'y a plus besoin de se faire coopter, d'avoir un vote à la majorité pour se faire accepter, d'avoir un discours de présentation face au public pour adhérer. Non, c'est quand même beaucoup plus simple, on paie une cotisation et on est membre de la société. Ça a notamment participé à l'ouverture des sociétés savantes à d'autres professions. Voilà. Alors, ce que je voulais aussi dire par rapport à ce qui a changé, c'est au niveau de la notice nécrologique. Alors, je le mentionne parce qu'il y a Odile par Cyberpublic qui a énormément travaillé sur la notice nécrologique, en fait. Et c'est intéressant puisque quand on regarde les mémoires de la fédération, depuis 1954, je crois que c'est la première publication, 1953,
il y a eu, je vais dire que 28 notices nécrologiques de publiées. Ce qui est beaucoup moins, en fait, compte tenu audit par CyberEB, les notices nécrologiques auparavant étaient publiées beaucoup plus fréquemment. Bon, ça a diminué actuellement, étant donné qu'on a des volumes quand même beaucoup moins importants, avec moins de place, et bon, mais c'est vrai qu'on tournait au sein de la fédération, s'il fallait publier les notices de tout le monde, on s'en sortirait plus. Donc il y a forcément les choix des notices des gens les plus remarquables. Par contre, ce qui n'a pas changé, pas trop, c'est la structure, on va dire, de ces notices nécrologiques. Donc ce sont généralement des proches qui font la notice et qui mettent vraiment en évidence le parcours généralement exceptionnel et intéressant de la personne, qui souligne vraiment son implication au sein de la société. Donc on a quand même un rituel au niveau de la structure qui n'a pas changé. Ce qui change, c'est un peu la place en fait des notices dans les publications. Voilà. Enfin, un dernier angle d'approche, et je terminerai par là, qui nous intéressait forcément particulièrement, c'est les relations avec les universitaires. Puisque on est quand même arrivé en tant qu'universitaire pour rencontrer les gens, et donc c'est des questions qui ressortaient généralement. Donc comme je disais, depuis les années 80, il y a eu une ouverture, il y a eu notamment la création de l'Université Picardie dans les années 60. Donc on en arrive actuellement à, on va dire, un paysage où on a l'impression que les sociétés savantes travaillent d'un côté, puis on a les professionnels, et après on a les universitaires. On a un peu l'impression de trois grands blocs avec des relations entre eux, mais qui ne sont pas si spontanées que ça. Alors, on s'est un peu intéressé au lieu et au moment où, en fait, professionnels universitaires et sociétés savantes pouvaient se rencontrer. Alors il y a une structure institutionnelle qui est la Commission Patrimoine et Archéologie de Beauvais, qui a donc été créée à Beauvais en 2014 et qui a vraiment vocation de rassembler universitaires, sociétés savantes et professionnels du patrimoine, notamment en décernant des prix à des gens qui font un mémoire, une thèse ou une recherche indépendante à propos du patrimoine, mais bon, c'est un peu localisé, c'est le patrimoine du Beauvaisis. Voilà. Donc, je ne sais pas de combien sont les prix, mais ils ont 3 prix. Alors ça semble intéressant à la base, mais il y a une dame qui est membre de cette commission qui m'a dit que pour 2015, ils avaient reçu très peu en fait, de candidatures. Donc voilà, cette structure qui est censée fédérer un peu tous ceux qui font de la recherche en histoire, elle a un peu du mal à démarrer. Alors un autre lieu où forcément, là je vais plutôt prendre l'exemple des universitaires et les sociétés savantes se rencontrent, voilà, c'est comme ici ce soir, c'est l'adhésion des universitaires à certaines sociétés savantes et leur participation aux activités. Alors que dire là-dessus je suis un peu perdue, j'ai volontairement pas pris du coup. Oui, alors, il y a quand même pas mal d'universitaires qui adhèrent, dans certaines villes plus que dans d'autres. On trouvera forcément beaucoup plus de professeurs d'université qu'ici à Londres. Et là, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on a quand même interrogé pas mal d'universitaires. Quand je dis universitaires, c'est des gens qui travaillent actuellement à l'université. Voilà. Donc on en a interrogé pas mal, et notamment un qui était ici avant, vous le connaîtrez peut-être, il travaille en histoire-géographie. Et donc c'était intéressant d'avoir aussi leur point de vue, et tous ou presque ont mis en évidence, vraiment mis en parallèle en fait l'évolution du monde universitaire et leur implication dans les sociétés savantes. Et donc presque tous ont souligné le fait que par exemple avant il y avait pas mal d'étudiants qui en Master 2 ou en DEA venaient présenter un travail en cours ou terminé, mais qui soulignait aussi que maintenant l'entrée au Master d'Histoire en recherche, les masters sont sur sélection, qu'il y avait du coup de moins en moins d'étudiants qui faisaient partie ou qui s'inscrivaient à ces masters, et donc de moins en moins d'étudiants qui potentiellement pouvaient venir présenter leurs travaux au sein des sociétés historiques. C'est le cas en histoire, c'est pas le cas en géographie par exemple, mais voilà. Il y avait cet aspect-là qui se soulignait, et aussi l'aspect par rapport à eux et à leur travail, puisque beaucoup disent « Ah mais non, mais j'aimerais bien faire partie d'une société savante, mais j'ai vraiment pas le temps ». Et il y a en effet dans mon université une injonction, alors là je suis pas en train de me flageller et de dire oui, voilà, mais il y a une injonction à publier énormément, beaucoup, de plus en plus, et les universitaires vont préférer publier dans des revues qui vont leur apporter des points en tant que chercheurs plutôt que de publier dans des revues de sociétés savantes qui malheureusement sont moins bien cotées que des revues scientifiques.
Voilà, donc je trouvais que c'était intéressant de mettre en parallèle ces deux mondes parce que ça permet aussi de comprendre un peu quelles sont leurs relations. Et bon, ben voilà, brièvement, encore des points de rencontre entre les universitaires et les sociétés savantes, c'est dans les colloques et conférences organisées par le CTHS, par une société savante, par une université ou autre, et forcément les réseaux personnels, puisque bon, beaucoup de gens qu'on a rencontrés disaient oui, bon, moi j'étais dans telle université et j'ai encore pas mal de relations avec les profs, c'est quand même plus facile de faire venir ceux-là que de faire venir ceux d'Amiens. Ceux d'Amiens, visiblement, c'est un peu complexe, hein, ils ne viennent pas facilement ici. Donc voilà, je m'arrête là. Alors, j'ai fait cette présentation un peu vaste, on peut revenir sur certaines questions si vous voulez. Ce que je voulais souligner peut-être en conclusion, c'est que la longue histoire des sociétés historiques leur montre leur capacité d'adaptation au fil du temps. Et je pense que ça, c'est une force assez importante de ces sociétés comparée à des associations qui ont été créées beaucoup plus récemment. C'est qu'il y a généralement des ressources et des motivations qui permettent de rebondir, et comme on le voit, ces sociétés ont forcément changé au fil du temps. On ne serait probablement pas là ce soir si on était, forcément, si on était au 19e siècle, étant donné que le fonctionnement n'était pas du tout le même. Et voilà, ce qu'on a voulu montrer au cours de cette recherche, c'est que tout ce petit monde aussi de sociétés savantes, d'associations, d'universitaires, de tout type de professionnels qui s'intéressent à l'histoire et au patrimoine, fonctionne quand même de manière, fonctionnent ensemble, même si les liens sont parfois ténus, et que s'intéresser aux uns sans s'intéresser aux autres, c'est mal comprendre en fait ce qui se passe. Voilà, je vous remercie. Est-ce que vous êtes intéressé aux relations entre les sociétés historiques des différents départements? Il y a quelques années, il y a eu une tentative d'organisation de congrès régional de toutes les sociétés historiques. Oui, alors on s'est intéressé à ça, mais on a vite vu qu'on mettait un peu les pieds dans un panier de crabes et on n'a pas voulu trop mettre les pieds dedans. En fait, le truc, c'est qu'on a commencé à poser cette question-là quand on était sur Amiens. Et Amiens est très amiénocentré. Et ils ont vraiment du mal à sortir de chez eux. Enfin, je caricature un peu, mais voilà, il y a quand même une tendance à pas trop se déplacer ailleurs. Par contre, c'est vrai que tout à l'heure, là, j'étais juste en bas, j'épluchais le fond de la fédération, aux archives. En effet,